Bonjour à tous et bienvenue. Marhaba bikoum. Je suis ravie de participer à ce point de presse. Dans ma présentation, je vais suivre le plan suivant. Donc, je vais commencer par vous présenter nos méthodes de production qui représentent une innovation dans notre pays en termes de production de statistiques et d'indicateurs relatifs aux entreprises. Ensuite, je présenterai les faits saillants de notre dernier rapport annuel qui porte sur les exercices 2020 et 2021 qui ont été marqués par la crise de la pandémie de Covid-19. Et enfin, je partagerai avec vous quelques projets de coopération nationale et internationale auxquels l'Observatoire participe. Et on finira par la séance des questions-réponses. Donc, on sait tous qu'au Maroc, la croissance des TPME est un vecteur de la création d'emplois et de richesses, d'où l'intérêt d'effectuer des analyses approfondies au niveau microéconomique, basées sur un dispositif informationnel fiable et exhaustif, afin d'appréhender les caractéristiques de base des entreprises et les facteurs qui contribuent à leur croissance ou freinent leur développement. La création de l'Observatoire est venue remédier tout d'abord à l'inexistence dans notre pays d'un système permettant de consolider et de qualifier les données des entreprises. En effet, même si plusieurs institutions nationales disposent de bases de données sur les entreprises répondant à des besoins de gestion interne, il n'existait pas, avant la création de l'Observatoire, de système permettant de consolider et de qualifier ces données à des fins d'analyse multidimensionnelle et temporelle. Ces analyses approfondies permettent d'apporter un éclairage sur le tissu productif marocain afin de quantifier les problématiques liées à la TPME et de mieux dimensionner les politiques publiques qui leur sont dédiées. Alors, pour rappel, le conseil d'administration de l'Observatoire se compose des institutions publiques et privées qui sont affichées sur la diapositive, soit pratiquement l'ensemble des acteurs œuvrant dans le développement des entreprises. La dernière Assemblée générale de l'Observatoire a donné son accord pour l'adhésion de deux ministères. Il s'agit du ministère de la Transition numérique et du ministère de l'Inclusion économique. Ces nouvelles adhésions sont amenées à enrichir les travaux de l'Observatoire puisque les missions de ces deux départements ministériels portent sur des sujets communs à l'Observatoire. Depuis son opérationnalisation, l'Observatoire s'est mué en un organisme structuré et opérationnel avec diverses réalisations qui sont listées dans le slide que vous voyez. On a tout d'abord la signature des conventions d'échange de données avec Banque El Maghreb, la DGI, la CNSS et l'OMPIC, qui est une avancée remarquable sans laquelle on n'aurait pas pu réussir à produire nos indicateurs ni les rapports qui ont été publiés. Cette fédération des efforts a été un véritable catalyseur dans les travaux de l'Observatoire puisque les données représentent la matière première avec laquelle nous travaillons. D'autres conventions sont en cours d'étude, notamment avec Maroc PME et Temwilcom. Alors, une autre réalisation appréciable est la conception d'une démarche méthodologique de fusion des bases de données, testée et validée, et qui a abouti à la constitution de la première base de données centralisée sur les données démographiques, économiques et financières de l'entreprise, avec des sous-bassements scientifiques et en s'alignant sur les normes internationales, à partir de laquelle on a élaboré le premier répertoire des entreprises formelles actives au Maroc. Alors, on a aussi adopté une gouvernance agile et collaborative à travers la constitution de groupes de travail avec nos partenaires fournisseurs de données, que je vais détailler dans la suite. On s'est aussi aligné sur les best practices pour l'élaboration de la cartographie des processus de production et des processus support. Nous avons aussi participé à des projets de coopération au niveau national et international qui seront abordés dans la dernière partie de la présentation. C'est grâce à la mise en place de ces fondements qu'on a pu publier des rapports dans les 3 éditions du rapport annuel, les rapports régionaux, les fiches sectorielles, l'étude sur l'entrepreneuriat féminin et de répondre à toutes les requêtes des différents ministères et aux demandes aussi des institutions nationales et des institutions internationales telles que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'ONU, l'Union européenne, etc., dans le cadre de la réalisation de leurs missions relatives à la quantification d'un secteur ou d'une région ou d'une problématique donnée sur l'entreprise.
Alors pour le cadre technique et scientifique, il faut rappeler que l'action de l'Observatoire s'articule autour de la data science et des technologies de big data. Nous utilisons ces technologies parce qu'ils procurent une robustesse et une puissance de calcul, surtout face à la volumétrie importante de données que nous traitons. Alors justement, en termes de volumétrie, il est important de souligner que l'Observatoire produit ses indicateurs et réalise ses études à partir d'une base de données qui regroupe la quasi-exhaustivité des entreprises formelles au Maroc, soit environ 600 000 entreprises, personnes morales et personnes physiques, en plus de 300 000 auto-entrepreneurs. Et qui dit exhaustivité dit que la marge d'erreur des statistiques que nous produisons est très faible par rapport aux études faites à travers des échantillons qui, en général, ne dépassent pas quelques milliers d'entreprises. Cela étant, il faut aussi rappeler que la data science suppose au préalable une fluidité dans l'échange de données avec une véritable gouvernance de la donnée, permettant d'en assurer la disponibilité, la qualité, la fraîcheur, l'interopérabilité dans le respect de la protection des données personnelles et en s'alignant sur les meilleurs standards en matière de sécurité. Alors, toujours dans le cadre technique et scientifique du travail de l'Observatoire qui s'appuie sur le décloisonnement des données que je viens d'évoquer, et dans le but d'assurer une démarche méthodologique itérative et évolutive pour le traitement des données, les groupes de travail constitués de l'équipe OMT-PME et des représentants des organismes fournisseurs de données ont permis de réaliser des avancées importantes en termes d'apprentissage sur les données, leur analyse et interprétation, et ainsi que sur la cohérence des résultats. Nous avons donc un groupe de travail avec la DGI qui a pour objectif de déterminer les démarches méthodologiques relatives à l'identification des populations, professions libérales, forfaitaires, personnes morales, etc. Et pour définir aussi le périmètre de calcul des indicateurs, en plus de l'examen des obstacles juridiques relatifs au partage des données. On a aussi un groupe de travail avec l'ONPIC. Ce groupe travaille sur la problématique des données relatives aux créations et aux défaillances d'entreprises, ainsi que sur l'entrepreneuriat féminin. On a aussi un groupe avec Banque Maghreb, nous travaillons sur les méthodes de traitement des données relatives à l'accès au financement émanant du Credit Bureau et des informations financières individuelles. Le groupe de travail CNSS, il a défini les données complémentaires qui peuvent être communiquées par la CNSS à l'Observatoire sur l'emploi, notamment les déclarations annuelles et mensuelles des salariés ainsi que la masse salariale. Et on est en train de travailler avec eux sur la qualification de l'emploi féminin. On a un groupe de travail avec le ministère de l'Industrie. Ces travaux portent sur l'identification et l'enrichissement des entreprises manufacturières du répertoire de ce ministère à partir de la base consolidée de l'Observatoire. Alors, on a un chantier qui est très important, c'est le chantier de la fiabilisation des données que nous recevons. Qui est sous-jacent à toutes nos productions et qui est basé sur un processus itératif et pluriannuel de qualification et de fiabilisation des données à 5 niveaux qui s'articulent autour du recensement et de la fiabilisation de la population des entreprises qui permet d'utiliser l'information disponible la mieux qualifiée dans chacune des bases, de compléter les informations manquantes autant que possible et d'assurer l'unicité de l'entreprise avec une élimination des doublons. Alors, comme vous pouvez le voir sur le schéma, on suppose que les fichiers reçus sont d'un niveau de fiabilité 1 et notre objectif est d'arriver au niveau 5. Le niveau 2, c'est on fait des analyses qualitatives et traitements préliminaires des fichiers sources afin d'évaluer la qualité et le potentiel d'exploitation des données. On va calculer des taux de remplissage, des identifiants, des différents champs. On va aussi calculer les taux de doublons et on va regarder aussi les valeurs aberrantes. Par la suite, on va passer au niveau 3. On va appliquer un processus de croisement et de fusion sur les bases de données traitées avec application de règles de gestion et d'enrichissement des données. Alors, comme résultat de ces 3 niveaux, nous avons la base de données consolidée à caractère actif et unique, sans la présence de doublons et ayant la meilleure information possible, c'est-à-dire la meilleure information disponible dans les bases de données des administrations marocaines.
Alors, le niveau 4, il consiste en la correction systématique de toutes les grandes entreprises et moyennes entreprises à travers 3 points, le secteur d'activité, le chiffre d'affaires et les données bilancielles. C'est possible parce que le nombre d'entreprises moyennes et grandes au Maroc est un nombre limité. Il est autour de 3000 entreprises, d'où une fiabilisation manuelle est possible. Le niveau 5, on va travailler sur les TPE et sur la micro. Et cette fois-ci, vu le nombre d'entreprises dans cette catégorie, qui est à peu près plus de 500 000 entreprises, ce n'est pas possible de travailler manuellement. Donc on va travailler par échantillonnage pour la fiabilisation manuelle et aussi en utilisant des algorithmes, un certain nombre d'algorithmes de text mining, de web scraping, etc. Alors actuellement, nous sommes en phase 4 et 5 dans ce processus. On fait la fiabilisation et le renseignement des 3 axes d'analyse qui sont la forme juridique, l'activité et la ville. Par exemple, nous utilisons des algorithmes qui vont traiter l'adresse entière pour retourner uniquement la ville, qu'on va par la suite codifier. On peut aussi extraire, en appliquant des algorithmes, la forme juridique à travers le libellé de la raison sociale, par exemple SA, SARL, pour les libellés des personnes morales. On va aussi pouvoir le faire pour les personnes physiques. Par exemple, le docteur va nous permettre de penser que c'est une personne physique. On va aussi travailler sur le référentiel géographique. On va utiliser du text mining pour comparer les référentiels géographiques. On utilise aussi ce qu'on appelle le web scraping, qui consiste à extraire de façon automatique des informations du web. Et enfin, on va travailler sur les codes activités. Il s'agit de compléter les codes activités non renseignés et non détectés dans la NMA 2010 qu'on utilise. Donc, c'est la classification en vigueur au Maroc. La fiabilisation est réalisée à travers les codes profession et des recherches sur Internet. Alors, tous ces travaux de qualification et de fiabilisation permettent d'améliorer significativement nos productions, mais aussi de participer à l'amélioration de la qualité des bases de données sources au Maroc, puisque nous avons capitalisé sur ces travaux pour en faire bénéficier nos fournisseurs de données par la mise en place d'un processus de restitution que je présente donc dans le slide que vous avez en face de vous. Alors, ce processus, donc il y a la réception des données, traitement préliminaire des fichiers, croisement et fusion, fiabilisation par application d'algorithmes de text mining, de web scraping, etc. Fiabilisation manuelle quand il le faut. Après application de cette chaîne de traitement, l'observatoire restitue les données reçues des fournisseurs en étant fiabilisé et enrichi par des informations supplémentaires comme les identifiants des entreprises, la ville, la section d'activité, la date de création, etc. Ce processus est déjà opérationnel pour Banque El Maghreb et pour le ministère de l'Industrie. Il est prévu de le mettre en place pour la CNSS et pour l'ANPIC et pour tous les fournisseurs de données qui le souhaitent. Alors, on va passer maintenant à la présentation des faits saillants de notre dernier rapport annuel sur les exercices 2020-2021. Alors, avant de commencer de vous présenter les résultats, je vais définir quelques concepts et définitions qu'on utilise pour comprendre les résultats. Alors, la définition de l'ATPME retenue par l'Observatoire est basée sur la segmentation par le chiffre d'affaires, en alignement avec la définition retenue par Banque El Maghreb. Les fournisseurs de données, c'est l'ANPIC, la Banque El Maghreb, la DGI, la CNSS, le ministère de l'Industrie et Barid El Maghreb pour tout ce qui est auto-entrepreneur. On utilise aussi la technique de cylindrage des populations. C'est une technique qui permet de suivre une population commune à 2 années. Cette approche permet de neutraliser les biais liés aux entrées et sorties d'entreprises au niveau de la base de données. Alors en 2020, nous avons analysé une population d'entreprises personnes morales actives en nombre de 296 223 entreprises. Alors active veut dire que l'entreprise a fait une déclaration auprès de la Direction générale des impôts ou a fait une déclaration
d'un employé auprès de la CNSS ou a déposé un bilan auprès de l'ONPIC. Alors, sur les 296 000 entreprises analysées, on a 99,6 sont des TPME, 95% ont un chiffre d'affaires ne dépassant pas les 10 millions de dirhams, 88% ont un chiffre d'affaires inférieur à 3 millions de dirhams et 79% ont un chiffre ne dépassant pas les 1 million de dirhams. Alors, sur cette même population d'études, on constate que les résultats sont globalement en ligne avec ceux de 2019 au plan régional et sectoriel. On a 65% de ces entreprises sont concentrées sur l'axe de Tanger El Jadida avec une prépondérance dans la région de Casablanca qui recense à elle seule 39% de l'effectif total. Au niveau de la section d'activité, 53% des entreprises opèrent dans des activités peu consommatrices de ressources financières, dont 30% opèrent dans le commerce et 23% dans la construction. Pour ce qui est de l'emploi déclaré à la CNSS, les TPME y contribuent de manière importante, à peu près 74%. Cependant, ces TPME ont une contribution relativement modeste à l'économie marocaine, soit 41% du chiffre d'affaires, 26% du chiffre d'affaires à l'export et 35% de la valeur ajoutée. Alors, concernant la création d'entreprises, les effets de la pandémie ont fait qu'il y a eu moins de création au cours de l'année 2020, avec une baisse de moins 10,5% par rapport à l'année 2019, suivie par une amélioration de 23% en 2021. Alors, concernant les dissolutions anticipées, l'année 2020 a enregistré une baisse de moins 17,6%, ce qui paraît illogique, mais au fait, cette baisse est expliquée par la fermeture des tribunaux à cause de la crise pandémique. Elle est suivie par une hausse de plus de 52% en 2021. Alors, 20 560 entreprises ont enregistré une dégradation au niveau de la catégorie de chiffre d'affaires en 2020. La crise pandémique a eu également des effets sur l'activité économique, dont la baisse est généralisée à l'ensemble des régions du Royaume et à quasiment l'ensemble des secteurs d'activité. Alors, le chiffre d'affaires cumulé global a enregistré une baisse de moins 13,3% en 2020. Moins 51% est constaté dans le secteur de l'hébergement et restauration, une des activités les plus fragilisées pendant la pandémie. Le chiffre d'affaires à l'export a baissé de moins 9,8%, moins 75% est constaté au niveau de l'hébergement, moins 67% pour la production et distribution d'électricité et moins 47% pour les transports. C'est les secteurs d'activité qui ont le plus eu d'impact au niveau de cette crise. La valeur ajoutée des entreprises personnes morales a enregistré un recul de moins 10,8%, constaté plus précisément dans les secteurs des arts et spectacles, avec une baisse de moins 73,7%. La période post-pandémique a été caractérisée par une reprise de l'activité économique. Au plan sectoriel, on constate une augmentation généralisée des emplois déclarés à la CNSS, à l'exception de certains secteurs qui n'ont pas pu retrouver les niveaux observés en 2019. On a pu constater également qu'en 2021, 40 800 entreprises comptant près de 200 000 salariés ne sont plus déclarantes à la CNSS en comparaison avec 2019. D'autre part, on trouve que certains secteurs ont montré une résilience face à la crise sanitaire, tels que l'enseignement, la santé humaine, l'action sociale et la production d'eau et d'électricité. L'emploi a également affiché une amélioration dans les activités des laboratoires d'analyse, plus 25%, des activités hospitalières, plus 22%, le commerce de gros et les produits pharmaceutiques avec 9% de plus. Alors sur ce slide, nous présentons l'impact de la pandémie sur la situation financière des entreprises à travers une analyse du passif qui montre que les fonds propres constituent à
continuent à représenter leur première source de financement avec une part de 28,5% en 2020. Les dettes auprès des associés s'établissent à 19,8%, constituant la deuxième source de financement de ces entreprises avec un recul de moins de 2,5%. Les dettes commerciales et financières se placent au troisième et quatrième rang, respectivement, avec des parts de 19% chacune. La liquidité générale déterminée à travers le rapport entre l'actif circulant et le passif circulant des entreprises étudiées s'établit à 1,7% pour les TPME et à 1,44% pour les GE, pour les grandes entreprises. Alors, nous avons aussi étudié la base des entreprises ayant accès au crédit à fin 2021. Alors, il en ressort que 45% de l'encours global des crédits bancaires alloués aux entreprises est accordé aux TPME, qui représentent plus de 98% de la population étudiée. Près de 2/3 de cet encours sont concentrés dans la région de Casablanca-Stade. Près de 2/3 du même encours étudié sont concentrés dans les sections du commerce, de la construction et de l'industrie manufacturière. Près de 72% de l'encours des crédits est octroyé à des personnes morales âgées de plus de 10 ans. Alors, on va passer à l'entrepreneuriat féminin. Alors, ce qu'il faut savoir au départ, c'est que le champ du genre n'existe pas au niveau des bases de données des administrations et organismes publics. Soit il n'existe pas, soit il est très mal renseigné. Les indicateurs qui sont aussi publiés par les organismes internationaux sur l'entrepreneuriat féminin sont basés sur des entreprises qui sont de taille entre 2000 et 3000 entreprises. Alors, l'étude proposée par l'Observatoire est innovante dans le sens où elle s'appuie sur le recensement de la quasi-exhaustivité des entreprises formelles au Maroc, l'application d'une méthode de machine learning de prédiction du genre à partir du prénom du dirigeant afin de dépasser l'obstacle de non-disponibilité des données en la matière. Donc, on a utilisé la base de données des dirigeants de l'OMPIC, un stock de toutes les entreprises personnes morales actives et non actives, donc près de 1 million de prénoms. On a utilisé la base des prénoms des personnes physiques de la DGI depuis l'exercice 2016. La base consolidée de l'Observatoire a servi pour enrichir les axes d'analyse et déterminer le caractère actif des entreprises. Donc, à chaque fois qu'on reçoit des bases de données des différentes sources de données, on va s'assurer du caractère actif. On ne travaille pas sur des bases de données stock. Et aussi la base des auto-entrepreneurs de Barid el-Maghreb. On a aussi constitué un dictionnaire des prénoms arabes constitué donc par l'Observatoire à partir des sources externes. Alors, les résultats de cette étude traduisent... Pardon. Là, je vous montre plutôt le processus de production. De production. Donc, on va recevoir les données, on va les croiser avec la base consolidée. On a constitué un dictionnaire des prénoms arabes ou marocains. On va appliquer un algorithme de machine learning qui permet la prédiction du genre. Si non-identification du genre, on va appliquer un traitement manuel et si non, on va aussi appliquer des règles de gestion et de nettoyage sur les prénoms pour permettre l'application de manière itérative de l'algorithme de machine learning. Alors, les résultats de l'étude sur l'entrepreneuriat féminin se présentent comme suit. On a 16,2% des entreprises actives au Maroc sont dirigées par des femmes. Donc là, on a pris les personnes morales, les personnes physiques et les auto-entrepreneurs. Si on regarde de plus près et qu'on regarde les entreprises personnes morales, on a 14,6% qui sont des femmes. On a 16,3% c'est des personnes physiques et 25,5% sont des femmes dans la catégorie des auto-entrepreneurs. Les résultats montrent également que 18% des micro-entreprises sont dirigées par des femmes, 17% des entreprises se situent dans la région de Casablanca-Stade, 28% des entreprises situées dans la région de Dakhla ou Dahab sont des femmes. Donc on a un taux qui est plus important dans les régions du sud.
Au niveau sectoriel, on a 40% des entreprises qui opèrent dans la santé et action sociale sont des entreprises féminines. On a 14,5% sont dans une activité de médecin généraliste, 10,8% dans la pratique dentaire. 32% des entreprises opérant dans des sections d'activité telles que donc 23% pour la coiffure et les soins de beauté et 3% pour la blanchisserie et teinturerie. 30% des entreprises opérant dans le secteur de l'enseignement sont des entreprises féminines. Voilà, les résultats de cette étude traduisent des difficultés que rencontrent encore les femmes marocaines à créer, diriger et développer des entreprises. Alors, on va passer à la dernière partie, c'est la coopération nationale et internationale. Donc, l'Observatoire s'est engagé dans ce sens avec diverses institutions au niveau national et international qui sont présentées dans la diapositive. Nous allons en présenter quelques-uns. Il est aussi important de signaler que l'Observatoire travaille étroitement avec ses partenaires sur plusieurs requêtes. À chaque fois qu'un établissement public ou privé sollicite l'Observatoire pour des requêtes spécifiques, celui-ci répond sans hésitation, bien entendu dans le respect de la confidentialité des données qui ne sont jamais transmises à un niveau individuel pour respecter la juridiction en vigueur et les clauses qui nous lient à nos fournisseurs de données. Alors, l'Observatoire apporte son appui et soutien aux nouvelles missions des attributions des centres régionaux d'investissement ainsi que son expertise dans le domaine de l'exploitation de la data et au service du développement du tissu productif des régions. Des rapports régionaux ont été produits pour la région de Casablanca-Stade, l'Oriental, Fès-Meknès, Rabat-Salé, Tanger-Tétouan, El Hoceima, Bni Mellal et Marrakech-Safi. L'Observatoire répond périodiquement à des requêtes des différents CRI concernant le tissu entrepreneurial de chaque région. Alors, l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption mène actuellement une enquête nationale sur la perception, les attitudes et les pratiques anticorruption des entreprises au Maroc. Cet organisme collabore avec l'Observatoire pour capitaliser sur son expertise dans la constitution d'un échantillon représentatif des bases des entreprises à partir de sa base consolidée. Le département de la réforme de l'administration mène une étude sur les registres de données administratives dans le but d'évaluer leur niveau de maturité et de développer les registres citoyens et entreprises. L'Observatoire a contribué à cette étude à travers l'analyse des mécanismes d'élaboration de son registre. Donc le registre des entreprises, bien sûr. Alors, un rapport régional sur les objectifs de développement durable est en cours de réalisation par le HCP, auquel l'Observatoire contribue en fournissant des indicateurs relatifs aux proportions des entreprises par catégorie selon différentes variables. Ce rapport s'inscrit dans le cadre du programme de développement durable porté par les Nations Unies. L'Observatoire participe régulièrement aux travaux de l'Alliance pour la finance inclusive en tant que leader sur la thématique Data et New Technology du Small Medium Financial Working Group à travers la réalisation de divers travaux qui font l'objet des publications qui sont affichées dans la slide. Alors, l'Observatoire contribue à une étude conjointe d'ONU Femmes et du Bureau international du travail portant sur une analyse genre des politiques relatives à l'emploi et la protection sociale et du potentiel économique lié à la promotion de l'éducation de la petite enfance et du préscolaire. Alors, nous contribuons aussi à cette étude à travers le calcul d'indicateurs sur différents périmètres.
Alors, la dernière collaboration, c'est avec la Banque de France, avec laquelle on a eu plusieurs ateliers de travail qui ont permis de présenter les travaux de l'Observatoire et de cadrer les sujets d'intérêt, comme le fonctionnement de l'Observatoire français des entreprises. On a fait des études de cas sur le processus de production, la collecte, le traitement et l'analyse, une autre sur le diagnostic des territoires et secteurs d'activité, et les accompagnements de la Banque de France pour les TPE, PME et start-up. Donc j'ai fini ma présentation et on va passer à la séance des questions-réponses. Je peux commencer ? Donc, bonjour, je vous remercie de votre présentation. Je suis un peu curieuse par rapport au timing de la conférence, sachant que les résultats de votre étude a été publié il y a quelques jours, et aussi par rapport à la périodicité de votre communication. Est-ce que vous pensez pouvoir établir une veille trimestrielle ou bien mensuelle et après la consolider dans un rapport annuel comme vous faites aujourd'hui? Et est-ce que vous pensez aussi introduire de nouveaux paramètres dans vos études, à l'instar de ce que vous avez fait avec l'entrepreneuriat féminin? Donc, est-ce qu'il y a d'autres paramètres à mettre en exergue? Alors, pour le timing, effectivement, le rapport annuel a été publié le 14 octobre. On n'a pas fait de conférence de presse juste après pour des raisons d'organisation. Mais par contre, une conférence de presse réduite comme celle-là, ça a du sens puisque les résultats qu'on présente, c'est les derniers résultats disponibles au Maroc et qui vont durer encore et seront toujours valables durant un long moment puisqu'on se base sur des données qui proviennent des administrations, de l'administration fiscale, de la CNSS, du Crédit Bureau. Il y a des données qui peuvent être trimestrielles ou semestrielles, mais sur tout ce qui est chiffre d'affaires à l'export, valeur ajoutée, etc. On se base sur ou bilan. Donc, c'est des déclarations qui sont annuelles. Et il y a un temps de traitement dans l'administration fiscale, à l'OMPIC, etc. Donc nous, on se case sur ces timings. On aimerait bien être plus rapide, mais on est obligé. On l'avait déjà expliqué plusieurs fois, c'est qu'il y a deux facteurs qui rentrent dans la publication de nos rapports. Il y a le facteur juridique, puisqu'il y a un timing pour les déclarations d'impôts, dépôt de bilan, etc. Donc ça, c'est la loi. Donc on est obligé de se caler sur ça. Et ensuite, il y a tous les traitements qui sont faits dans les administrations qui reçoivent ces données et ensuite qui nous parviennent. Et nous, on va faire encore des traitements pour transformer ces données en des données exploitables pour des analyses multidimensionnelles. D'où un peu ce décalage. On peut faire des publications sur un certain nombre de variables comme l'emploi de manière mensuelle ou trimestrielle, comme l'accès au crédit, mais sur les gros, l'activité économique, c'est annuel. Voilà, et vous aviez aussi une autre question par rapport, vous voulez parler des études qu'on peut faire comme l'entrepreneuriat féminin. On a un certain nombre d'études sur lesquelles soit on les fait seuls, soit on collabore avec d'autres partenaires, comme une étude qui est pratiquement finalisée, qui est sur des entreprises zombies au Maroc. On l'a fait en collaboration avec le ministère des Finances. On va travailler sur la qualification de l'emploi féminin avec l'aide de la CNSS. Donc on a un certain nombre et aussi on veut faire du scoring sur les entreprises pour voir un peu quels sont les risques liés à l'octroi de crédit, pour voir aussi pouvoir prédire soit la croissance d'un secteur, soit les faiblesses d'un secteur. Tout ça est dans notre plan stratégique et on y va. Alors bonjour,
J'avais une question en ce qui concerne le nombre et l'évolution des auto-entrepreneurs sur l'année 2020 et 2021. Est-ce qu'il pourrait expliquer donc les évolutions qui ont été observées? Donc, si ma mémoire est bonne, il y a eu une assez forte hausse. Est-ce que c'est un effet en fait qui a été clair de détournement du marché du travail parce que les conditions étaient, enfin du salariat parce que les conditions étaient compliquées, et comment ça a évolué en 2021 également? Merci. Effectivement, on constate qu'il y a eu vraiment un pic d'augmentation du nombre des auto-entrepreneurs en 2020, qui a coïncidé aussi avec la période de confinement, la période de crise sanitaire, où les emplois au niveau de la CNSF avaient connu une chute très importante. Donc on peut voir une raison ou de cause à effet entre les deux phénomènes. Donc c'est vraiment à cette période-là, donc l'année 2020, qu'on a pu voir l'augmentation du nombre d'auto-entrepreneurs. Après les explications, nous on n'aime pas trop s'aventurer sur des explications dont on n'est pas sûr. On donne les chiffres et puis on essaie de faire une liaison avec ce qui se passe, comme pour la chute en 2020 des dissolutions qui étaient liées à un phénomène, et non pas économique, mais de fermeture des tribunaux. Là, c'est peut-être le fait qu'il y a eu moins de salariés déclarés auprès de la CNSS, que les gens se sont rabattus sur le fait de devenir des auto-entrepreneurs. Et aussi, c'est peut-être du salariat déguisé en auto-entrepreneur. Donc voilà, il y a le graphique de l'évolution de l'effectif des auto-entrepreneurs. Azouga, Mustafa, la SNRT News. En lisant le rapport le 14 ou le 15, bien sûr, je me suis beaucoup arrêté, je me suis beaucoup arrêté sur ces chiffres-là. Et vous l'avez sorti le 14, le projet de loi de finances est présenté au Parlement le 20. Ça a donné une raison à la CGM, au gouvernement, de dire que le régime est détourné. Parce que je pense que les gens ne se sont pas arrêtés sur les chiffres, parce que de 180 000 à 272, ça veut dire que des gens ont perdu leur emploi. Ils sont allés chercher des opportunités dans ce régime. Et 300 000, c'est un secteur. Ça devient un secteur, un vrai secteur. Et donc on ne peut pas dire, à mon sens, c'est une opinion, on ne peut pas dire que des gens, c'est de l'emploi déguisé, parce que on connaît les rapports de force dans les entreprises. Un employé, lorsqu'on lui propose, ou lorsqu'on lui propose de l'auto-entrepreneuriat pour qu'il garde son emploi, il va l'accepter. Donc, est-ce que vous ne comptez pas, ma question, est-ce que vous ne comptez pas faire avec d'autres, la DGI, la CNSS, une vraie étude sur la raison de cette augmentation? Parce qu'on est là en train de stigmatiser des gens qui ont perdu leur emploi, qui sont allés chercher leur emploi ailleurs. La CGM vous dit, c'est la plupart. D'ailleurs, la CGM vous dit, nous ne sommes jamais penchés sur ce dossier. Et ils vous disent que nous supposons que c'est du mono-emploi, c'est de l'emploi déguisé, tout en disant que nous ne sommes jamais penchés parce que nous adhérons, nous nous intéressons aux entreprises proprement dit. Donc,
est-ce qu'il n'est pas judicieux de faire une étude pour voir, sachant que lorsque vous parlez de 25% de femmes, c'est, je pense, 50 000 de femmes qui ont opté pour ce régime. Ça veut dire quoi? Nous avons un problème, le taux d'emploi chez les femmes, elle est ce qu'il est. Donc il y a des femmes qui sont allées chercher des opportunités dans ce régime. Donc cette semaine, j'ai écouté une seule explication, c'est de l'emploi déguisé, ou c'est un régime qui a été détourné. Donc on n'a pas fait l'effort d'aller chercher d'autres explications que celle-ci. Voilà, c'est une question parce que je vois que ça devient un secteur. Le tourisme, c'est 500 000. Et dans le tourisme, les 500 000, il y a beaucoup de gens qui sont dans le CDD, le CDI et le CDD. J'ai une question concernant quelles sont les réformes prioritaires ou les chantiers prioritaires sur lesquels il faut travailler pour faire évoluer les TPME. Merci. Bon, en ce qui concerne les chiffres qui ont été publiés, c'est la première fois qu'on publie une étude sur les auto-entrepreneurs. Donc, ce n'était pas du tout dans le sens de stigmatiser qui que ce soit, ça c'est sûr. Et en plus, je ne vois pas pourquoi ces chiffres devraient stigmatiser les auto-entrepreneurs qui cherchent à avoir un emploi. Oh non, ce n'est pas les chiffres, c'est l'explication faite. Parce que ce soit la CGEM, que ce soit le gouvernement, dans la dernière conférence de presse, ils vous disent que peut-être que c'est des gens qui ont... C'est de l'emploi déguisé, l'explication. Donc, pour justifier le traitement fiscal qu'on a proposé dans le projet de loi de finances. À ma connaissance, c'est surtout l'entreprise qui est bénéficiaire puisqu'elle ne paye pas les charges sociales sur l'auto-entrepreneur. Donc, franchement, je vois pas le... C'est plutôt des entreprises qui sont avantagées quand elles emploient de manière déguisée un auto-entrepreneur au lieu d'employer un salarié. Alors, nous, on a fait une première étude, c'est un premier pas pour mieux connaître le secteur de l'auto-entrepreneuriat. Donc, comme à chaque fois, on a des périmètres qui sont nouveaux, donc c'est vraiment on défraîchit le terrain pour savoir déjà avoir un diagnostic de ce qui s'y passe, donc une analyse descriptive. C'est des chiffres qui n'existaient pas auparavant, donc ça a le mérite de mettre un éclairage sur une partie de la population, donc la population des auto-entrepreneurs, et c'est perfectible. Donc il y aura des études qui seront faites avec d'autres partenaires ou aussi complétées par des enquêtes pour avoir des explications sur ces chiffres. Et il faudrait aussi attendre la suite pour voir comment évolue, parce que c'est quand même la période entre 2019 et 2021. Il y a eu 2020 qui est une période très spéciale qu'on n'a jamais vécue. Donc c'est une crise mondiale. Les gens ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient pour s'en sortir. Donc il faut attendre un petit peu d'avoir une série sur ces auto-entrepreneurs pour pouvoir faire une analyse et avancer des explications. Voilà. Et votre deuxième question, c'est sur les réformes prioritaires. Nous, notre rôle, c'est de faire le diagnostic du tissu productif, de proposer des statistiques et des indicateurs, des outils d'aide à la décision, donc qui vont permettre au gouvernement de mettre en place des politiques mieux taillées, mieux dimensionnées pour la TPME. Quand on va mieux connaître un secteur d'activité, on va connaître ses forces, ses faiblesses, on va connaître le nombre réel d'entreprises qui opèrent dans ce secteur, dans quelle région, etc. C'est des questions qui sont fondamentales pour mettre en place
une politique qui marche et qui va fonctionner pour le développement des TPME. Donc notre rôle, c'est vraiment d'apporter cet éclairage sur le tissu productif et de participer, de collaborer avec le gouvernement, les investisseurs, les chercheurs, les institutions internationales pour mieux connaître le tissu productif. Après, c'est le gouvernement qui met en place les politiques en fonction d'autres critères. Voilà. Oui. Alors, Modeste Commis des Échos. En fait, la sortie de mon confrère sur justement les auto-entrepreneurs, en fait, a un lien avec la problématique du rôle du contribuable des TPME. Est-ce qu'au niveau justement de cette étude, on a des informations justement sur la contribution qu'ils ont justement, à quel point ils contribuent à tout ce qui est IS, ce genre de choses? Il y a des choses, on peut revenir là-dessus. Alors, on a un résultat qui permet de savoir la contribution des AE au niveau de la fiscalité. La plupart ont un chiffre d'affaires qui est inférieur à 100 K. Donc je pense qu'il y a exonération d'impôts pour les auto-entrepreneurs qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 100 K. Et c'est le cas pour la quasi-majorité des auto-entrepreneurs. Plus de 99% ne dépassent pas ce chiffre d'affaires. C'est la raison pour laquelle on a demandé à Barid El Maghreb de faire une segmentation plus fine qui va être de l'ordre de 0 à 50 000 dirhams, de 50 000 à 100 000, enfin même plus fine pour pouvoir avoir des résultats un peu plus fins. Parce que sur le chiffre d'affaires 100K, on a pratiquement toute la population qui est dans ce cas-là. J'ai une question par rapport aux perspectives plutôt. D'après vos analyses statistiques, est-ce que vous pouvez vous projeter par rapport aux tendances économiques et financières de ces TPME pour l'année à venir? Pour l'année de 2023. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la TPME a été fragilisée. Elle était déjà fragile avant l'arrivée de la pandémie. Et donc, elle est rentrée dans la pandémie avec des fragilités au niveau financier, avec un manque de dynamisme au niveau des investissements, comme le montre la trésorerie qui est positive. Donc, il y avait déjà des fragilités avant la crise. Ces fragilités sont restées à peu près les mêmes d'après ce qu'on a pu analyser, puisqu'il y a eu des programmes de soutien aussi bien de la part du gouvernement que de la part de Banque El Maghreb qui ont limité un peu la dégradation de ces entreprises. Donc là, nous, on n'a pas fait de prévision pour l'année 2023, donc on travaille sur un modèle de prédiction, mais les travaux ne sont pas encore finalisés, donc je ne peux pas vraiment donner des informations sur lesquelles on n'a pas réellement travaillé. Entre 2019 et 2020, sauf pour le transport et l'entreposage, parce que la crise n'a pas changé l'ordre des choses dans les activités. Parce qu'on a vu par exemple, la construction c'est 23-23, lors de la crise, il y avait un arrêt presque complet de la construction.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous parlez du nombre d'entreprises qui sont, ou du chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires, il y a eu quand même une chute très importante au niveau du chiffre d'affaires, au niveau du chiffre d'affaires à l'export, au niveau de la valeur ajoutée. C'était des chutes qui... Non, le tissu productif marocain est resté, la structure est restée la même. C'est-à-dire qu'on a un maximum, une majorité de TPME de l'ordre de 99,6%. On a presque 88% qui ont moins de 1 million de dirhams, 95% qui ont moins de 50 millions de dirhams. Tout ça, la structure n'a pas changé. Maintenant, le chiffre d'affaires en lui-même, il a quand même baissé. La valeur ajoutée a baissé, le chiffre d'affaires à l'export a baissé, l'emploi a connu donc une baisse au moment du confinement, mais après la période post-pandémique, il y a eu un peu la reprise économique, de l'activité économique, et on est retourné à des niveaux qui sont quasi similaires au niveau de l'année 2019, à l'exception de quelques secteurs d'activité qui étaient très impactés par la crise, comme le secteur de l'hébergement, de la restauration, du transport, etc. J'avais une question par rapport à la part de l'emploi que ça représente, parce que vous avez énoncé le chiffre d'affaires global, la contribution en fait de la TPME, enfin du secteur de la structure des TPME à l'économie. Je voulais savoir la part de l'emploi, si vous l'avez. C'est 74%. Oui. C'est pas négligeable, c'est même important. La TPME contribue beaucoup à l'emploi au Maroc, d'où son extrême importance. Les déclarés à la CNSS. Alors, nous, on travaille uniquement sur le secteur formel et actif. L'informel n'a pas encore été traité par l'Observatoire. Plus de questions, on peut clôturer cette séance. Je vous remercie pour votre intérêt. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours nous les envoyer, ou si vous avez des commentaires, enfin, tout ce que vous voulez, vous pouvez nous l'envoyer. On répondra avec plaisir à vos questions. À très bientôt. Au revoir.